Lorsque j'ai prêté serment il y a près de 40 ans, j'ai pris l'engagement de servir les intérêts de l'Espagne. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne peux que ressentir de la fierté et de la gratitude envers vous. Il faut maintenant laisser arriver en première ligne une génération plus jeune. Les adieux d'un roi ont parfois un goût amer. Dans un pays épuisé par la crise, où les scandales ont terni la popularité de la couronne, Juan Carlos d'Espagne abdique. Peu de rois ont fait autant pour leur peuple. Peu de rois l'ont conduit jusqu'à la démocratie. Viva el rey! Viva España! Juan Carlos n'aime pas les grands discours. Mais avant de céder sa couronne, il a accepté de se raconter. Longtemps resté dans l'ombre, beaucoup l'ont pris pour un héritier insignifiant. Mais à chaque fois que s'est joué l'avenir de son pays, il a toujours montré un courage et une adresse insoupçonnés. Ce règne exceptionnel que personne ne lui avait prédit est pourtant l'une des plus belles pages de l'histoire de l'Espagne, celle de sa renaissance. Tout commence en 1948, en pleine dictature. España es una, España es grande y España es libre. Cette année-là, par un froid matin de novembre, le Lusitania Express passe la frontière espagnole. Ce train qui file vers Madrid emporte un enfant vers son destin. Le petit voyageur contemple par la fenêtre les paysages qui défilent sous ses yeux. On les lui a souvent décrits, mais il les découvre pour la première fois. Ce passager peu ordinaire est né prince. Sur ses épaules d'enfant reposent déjà les espérances de toute une dynastie. Il a seulement 10 ans. Il n'y avait pas plus effrayé que moi. Me retrouver entouré de tous ces messieurs âgés, tout me paraissait si. « 17 ans plus tôt, son grand-père, le roi Alphonse XIII, avait pris un autre train. Fuyant un royaume où les républicains venaient de remporter les élections, la famille royale d'Espagne s'était condamnée à l'exil, en attendant des jours meilleurs. Même si je suis né à l'étranger, mes parents m'avaient parlé de l'Espagne, mes grands-parents aussi. Mais se retrouver dans son pays pour la première fois, c'est une impression très forte. À l'époque, je parlais espagnol, bien sûr, mais avec un accent français. Bref, c'était un grand changement. Juan Carlos ne sait pas encore ce qu'il attend sur la terre de ses ancêtres. La République qui avait chassé son grand-père a été mise à bas par un coup d'État militaire perpétré par le général Franco en 1936.
Le pays traverse alors une guerre civile sanglante qui fait 500 000 morts et contraint 500 000 personnes à l'exil. Sorti victorieux, le général Franco règne de puissants partages sur le pays, avec l'appui d'une armée omnipotente et la complicité de l'Église. Et sont ces Bourbons qui ont occupé le trône durant plusieurs siècles. Celui qui veut une couronne, qu'il se la fasse en carton, la couronne d'Espagne n'est pour aucun Bourbon. C'est le refrain que l'on chante alors dans les rues de Madrid. À cet âge-là, je ne pensais ni à être prince ni quoi que ce soit. Non. Je pensais à m'amuser comme un enfant, comme n'importe quel enfant de 10 ans. La politique, en réalité... Juan Carlos ignore que sa présence sur le sol espagnol est le fruit des tractations menées par les deux hommes qui vont jouer un rôle décisif dans sa vie. Son père, Don Juan de Bourbon, est l'héritier légitime de la couronne. En installant son fils en Espagne, il cherche à se frayer un chemin vers le trône. Quant au général Franco, il espère, en accueillant un Bourbon inoffensif, redorer le blason d'une dictature discréditée sur la scène internationale. Entre ces deux hommes que tout oppose, le petit prince n'est qu'un pion. Franco et Don Juan sont tombés d'accord sur une chose. Le prince doit recevoir en Espagne une éducation à la hauteur de son rang. Ils ont fait une école spécialement pour moi, entièrement organisée autour de moi. On était 8 gamins. Les samedis et les dimanches, leur famille venait les voir, alors que moi j'étais tout seul. Son père ne lui a laissé qu'une consigne. Quand tu rencontreras Franco, écoute bien. Mais parle le moins possible. Dans une bouche fermée, les mouches n'entrent pas. J'étais réellement très impressionné. J'allais rencontrer un chef d'État. Franco m'a reçu avec beaucoup d'affection. Mais comme je n'étais qu'un enfant, je me suis laissé distraire par ce qu'il y avait autour de moi dans son bureau. Et je me souviens que j'avais repéré une souris qui passait par là et qui se promenait comme ça, et que je l'ai suivie des yeux, jusqu'à ce que le général me dise « Mais qu'est-ce que vous regardez ?» Et moi je lui ai répondu « Mais mon général, il y a une souris là. » Otage de l'homme qui empêche son père de régner, le petit Juan Carlos n'échappe à son tuteur qu'au moment des vacances. Il retrouve alors sa famille à Estoril, au Portugal. D'un côté, il y avait Franco, de l'autre, mon père. J'étais comme une balle de ping-pong. Quand tout allait bien entre eux, j'étudiais en Espagne. Quand ça n'allait pas, on me rapatriait au Portugal. Mais bon, on s'habitue. Comme ça devait être comme ça, c'était comme ça. Dans notre famille, il était très mal vu de se plaindre. Chez nous, on ne se plaint pas, on se tait. Ton mal de crâne n'intéresse personne. On ne se plaint pas. Point. À 17 ans, Juan Carlos intègre la prestigieuse Académie militaire espagnole. Comme son père et son grand-père avant lui, c'est d'abord dans l'armée qu'il apprendra le métier de roi. Mais refusant les égards dus à son rang, il choisit de mener la vie de n'importe quel cadet. C'était la première fois que je me frottais à la société espagnole, avec des gens venus des 4 coins du pays, avec des mentalités, des idées différentes. Je me suis lié d'amitié avec beaucoup d'entre eux. Les fréquenter, me sentir proche d'eux, ça m'a énormément servi. Par la suite, ça s'est révélé important. L'histoire l'a confirmé d'ailleurs.
On a découvert plus tard que mon frère avait été dyslexique. Ça lui a beaucoup coûté d'étudier. C'était très difficile pour lui. Mais les dyslexiques développent un autre type d'intelligence. Et je crois que sa grande intuition, elle vient de là. Soudain, en 1956, un drame terrible s'abat sur la famille royale. Alfonso, le frère cadet de Juan Carlos, meurt accidentellement pendant les vacances de la Semaine Sainte. Les deux adolescents étaient en train de manipuler une arme à feu. Il me manque beaucoup. Ne pas l'avoir à mes côtés, ne pas pouvoir parler avec lui. On était très unis. Je l'aimais beaucoup. Et il m'aimait beaucoup. Il était très attachant. Pour protéger la famille royale d'un possible scandale, Don Juan et Franco font barrage. Aucune enquête ne viendra établir les circonstances précises de l'accident. Un communiqué officiel clôt l'affaire. Alors que l'enfant Alfonso nettoyait un revolver en présence de son frère, un coup est parti qui le toucha au front et le tua en quelques minutes. 2 jours après l'enterrement, Juan Carlos reprend la route que son père lui a tracée. Pas de place pour le deuil, ni les larmes. À ce moment-là, on pense seulement à marcher au pas. Je n'avais pas le temps de penser à autre chose. Pour Juan Carlos, la disparition tragique de son jeune frère marque la fin de l'innocence. Le jeune homme qui revient à Madrid est plus que jamais endurci pour affronter les épreuves qui l'attendent. De fait, sa vie a été très dure, très difficile, tragique même. Son enfance, son adolescence, c'est quelqu'un qui s'est formé dans une austérité, dans une discipline extrêmement stricte, qui l'ont sans doute conduit à faire de grands sacrifices. Pourtant, cela ne transparaît jamais dans sa personnalité. 10 ans ont passé depuis que Juan Carlos est arrivé en Espagne. Sa formation militaire est terminée, mais le rétablissement de la monarchie n'est toujours pas d'actualité. Le trône d'Espagne semble toujours aussi inaccessible. Rien n'a changé. La paz, la disciplina y el orden interno de los españoles. Paix, ordre, discipline. La société espagnole vit sous une chape de plomb. Année après année, le pays s'enlise dans la pénurie, la censure et l'ignorance. L'Espagne était un pays fermé sur lui-même. En Espagne, il était presque impossible de savoir ce qui se passait à l'extérieur des frontières. Je vivais dans une pension, et à l'heure du dîner, les propriétaires mettaient Radio Paris, la radio française, pour savoir ce qui se passait en Espagne. Ici, on était au courant de rien. Tout était censuré et on savait pertinemment que tout ce que les journaux publiaient n'était qu'un tissu de mensonges du début à la fin. Je me souviens que parmi mes camarades à la faculté de lettres, beaucoup ne savaient pas qui était Sartre ou Camus. C'était ça l'Espagne. Juan Carlos a 20 ans et fréquente maintenant l'université de Madrid. Au contact des étudiants, il découvre une autre Espagne, celle de l'antifranquisme. Ça a été important parce que c'est là que j'ai vu qu'il y avait des gens contre, des gens pour. Eux, bien sûr, étaient plus démonstratifs que moi. Moi, je ne pouvais pas. J'essayais de ne pas prendre parti contre les uns ou pour les autres. J'essayais de ne pas polémiquer, de les convaincre par le dialogue. Je disais, bon, tu penses comme ça,
Moi, je pense autrement. Mais ça ne nous empêche pas de rester amis. Juan Carlos ne sait toujours pas ce qu'on attend de lui. D'un côté, on lui assigne comme professeur particulier un progressiste, le spécialiste de droit constitutionnel Torquato Fernández Miranda. De l'autre, on le maintient sous une surveillance tatillonne. Ici, en Espagne, on a commencé à me, disons, que j'avais la police derrière tous les jours, alors c'était plus gênant. En revanche, dès que je repartais en voiture au Portugal, la police m'escortait jusqu'à la frontière et après, je leur disais au revoir et j'étais enfin libre. Cette liberté, Juan Carlos compte bien en profiter. Il en a l'âge. Le descendant des Bourbons d'Espagne est alors un célibataire très convoité. Il avait un succès fou. Il était beau, sympathique et bon danseur. Que demander de plus? Mais un prince héritier doit songer à se marier. Trouver une épouse de son rang. La pérennité de la dynastie en dépend. L'élu de son cœur, Juan Carlos la connaît déjà. Il l'a rencontrée lors d'une croisière et la revoit au gré des festivités qui réunissent les têtes couronnées. C'est la fille aînée du roi de Grèce. Elle s'appelle Sophie. On se retrouvait tous au mariage, au baptême et aux enterrements. À la fin de l'été 1961, Juan Carlos franchit le pas. Mais au lieu du traditionnel « Veux-tu m'épouser ?», il lui lance en l'air, devant les deux familles réunies, une petite boîte contenant une bague. La décontraction du prince surprend la tablée. Sophie est conquise. C'est un mariage de contes de fées qui met en émoi la ville d'Athènes et le Gotha européen tout entier. Pendant 2 jours consécutifs, fêtes, dîners, bals s'enchaînent à un rythme effréné avant que l'union soit célébrée avec faste. 150 membres des plus illustres familles royales y accourent. Des centaines d'Espagnols font le voyage pour partager cet heureux événement. Qui n'est pas venu? Qui? Le banc et l'arrière-banc. Ce fut impressionnant. Les fiancés échangent leur consentement dans leurs langues respectives à l'église catholique. Puis ils se rendent à la cathédrale orthodoxe. Ce fut très important parce que c'était le premier mariage, après Vatican II, entre 2 familles royales de grande notoriété et de 2 religions différentes. Ce fut divin. Pour un temps, les Bourbons d'Espagne renouent avec les splendeurs du passé. Ce mariage offre même à Juan Carlos sa toute première ovation. Quant à Sophie, elle laisse derrière elle sa famille, sa religion et son statut pour suivre un prince charmant à l'avenir incertain. Don Juan comptait profiter du mariage de son fils pour réaffirmer son statut d'héritier de la couronne. En vain. Quelque chose a changé. Désormais, ce n'est plus lui qui dicte les décisions. Pour la première fois, Juan Carlos prend en main les rênes de son destin. Il pourrait s'installer au Portugal auprès de sa famille, attendre patiemment son tour en menant la vie oisive d'un rentier en exil. Mais il choisit de retourner à Madrid. C'est le prix à payer pour que la monarchie ait une chance de revoir le jour en Espagne. D'autant que Franco lui a laissé entendre que s'il devait y avoir un jour un roi, ce serait lui et non son père. Je crois que Franco a pensé qu'il valait mieux que
ce soit le fils plutôt que le père. Parce que mon père, peut-être que les forces du régime ne l'auraient pas accepté. Les jeunes mariés s'installent à la Zarzuela, un pavillon de chasse situé à 2 pas de la résidence du caudillo. La Zarzuela devient leur prison dorée. Une vie monotone que seules les naissances et les baptêmes viendront illuminer. Franco s'impose régulièrement sur les photos de famille. Mais du retour des Bourbons sur le trône, il ne dit mot. Juan Carlos est condamné à attendre. Je me souviens d'un jour où j'étais avec Franco, où je lui ai dit « Bon d'accord, je suis venu vivre en Espagne, mais dans le fond, qu'est-ce que vous attendez de moi au juste ?» Il m'a répondu « Là, vous avez l'Espagne. Faites en sorte que les Espagnols vous connaissent. » À bon entendeur, Franco se garde bien de donner à ses déplacements le moindre caractère officiel. Mais c'est pour le jeune prince l'occasion de découvrir ce pays qu'il connaît si mal. Alors on a commencé à sillonner l'Espagne, toutes les provinces, tous les villages. Je crois qu'il n'y a pas un seul village que je ne connaisse pas. Ce grand tour d'Espagne ne suscite que de l'indifférence. Après 30 années de propagande antimonarchiste, la venue d'un Bourbon est à peine une curiosité. Juan Carlos comprend alors que dans sa marche vers le trône, il ne pourra pas compter sur le soutien du peuple. Son avenir reste suspendu aux bonnes grâces de Franco, dont les intentions demeurent plus que jamais impénétrables. Je crois qu'il m'étudiait sans cesse. Il voulait savoir comment j'étais, ma mentalité, ce que je pensais. Moi, j'essayais d'être naturel, d'être moi-même. Franco n'a pas de fils. Entre les deux hommes se développe alors une relation de proximité presque affective. C'était une personne qui parlait très peu. Mais avec moi, il parlait. Et il riait, et on commentait des choses. En revanche, avec le reste des gens, non. Il parlait très peu. Il était même plutôt hermétique. Pourquoi Franco a mis autant de temps à me nommer? C'est la question à 1 million, ça. Je n'en sais rien, franchement, je n'en sais rien. Après des années de patience, Juan Carlos s'est habitué à vivre de promesses. Et quand arrive la nouvelle tant attendue, c'est la surprise. Rodeado por la expectación de una inmensa multitud que le aclama, Su Excelencia el Jefe del Estado llega al Palacio de las Cortes para presidir una jornada de incalculable trascendencia histórica. Un jour, il m'a dit, je vais faire de vous mon héritier, avec le titre de roi. Vous acceptez? C'est tout. Y designado sucesor en la jefatura del Estado, título del rey para en su día, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Quand j'ai eu la sensation que j'allais être roi, ça n'est ni quand j'avais 10 ans, ni 15, ni 18. C'est quand Franco m'a désigné comme son héritier. Là, je me suis dit, ça devient sérieux. Juan Carlos est enfin fixé sur les intentions de son protecteur. Un jour,
il succédera au dictateur. Mais d'abord, il lui faut jurer fidélité aux principes du régime. Liés par un serment solennel, les Bourbons d'Espagne au franquisme. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. No era fácil. Non, ça n'était pas facile, non. Si je n'avais pas accepté la proposition de devenir l'héritier du trône, comment croyez-vous que j'aurais pu faire ce que j'ai fait? Avec les Espagnols, avec les hommes politiques, avec tout le monde, le changement qu'on a fait, on n'aurait jamais pu le faire. À 31 ans, Juan Carlos sort brusquement de l'ombre, mais pour apparaître du même coup, comme un pilier du régime. On savait que c'était l'héritier désigné par le dictateur, par le tyran. Et donc, clairement, on pensait que c'était quelqu'un qui voulait continuer l'œuvre de Franco. De plus, nous, l'opposition clandestine, démocratique, on croyait qu'il n'avait pas de grande capacité intellectuelle. On faisait pas mal de blagues sur le fait qu'il était idiot. Après, on a été très surpris parce que d'idiot, il n'avait rien du tout. Pour Juan Carlos, le statut d'héritier a encore bien peu de consistance. En réalité, il n'a aucun pouvoir. En revanche, cette nomination a des conséquences douloureuses. Son père ne lui pardonne ni de l'avoir doublé, ni d'avoir associé la couronne au franquisme. L'unité dynastique est brisée. Pour la première fois, entre le père et le fils, le dialogue est rompu. Ce tableau-là, c'est Franco lui-même qui l'a fait installer. Avant, il était au Palais Royal. Il a dit, le tableau d'Alphonse XIII, on le met dans le bureau du prince. Et je l'ai toujours gardé là, dans mon bureau. En faisant accrocher au mur le portrait du grand-père, Franco ne se contente pas d'évincer définitivement Don Juan. Alphonse XIII est le dernier roi d'Espagne à avoir régné, mais il est aussi celui qui avait scellé, en son temps, une alliance entre la monarchie et la dictature de Primo de Rivera. À près de 80 ans, la santé du vieux dictateur commence à se détériorer. La question de l'après-Franco intéresse au plus haut point l'Amérique. Sur fond de guerre froide, le régime franquiste leur apparaît comme le meilleur rempart contre le communisme. C'est donc avec le plus vif intérêt que Richard Nixon rencontre le successeur fraîchement désigné. Pour sonder ses intentions, le président américain convie l'héritier d'Espagne à se rendre aux États-Unis. En 1970, Juan Carlos fait son entrée sur la scène internationale. L'héritier de Franco n'a encore rien divulgué de ses projets. Mais déjà, les dirigeants du monde entier découvrent un jeune homme moderne et ouvert. Un autre visage de l'Espagne. Je savais plus ou moins ce que je voulais. Je pensais que l'Espagne devait avoir un autre régime, qu'il fallait faire quelque chose de complètement différent. Comment? On verra après. La démocratie, nous l'avions dans le sang, comme on dit.
C'était la base de notre éducation, transmise par notre père, bien sûr. Lors d'un voyage, au cours d'un déjeuner, The Off the Record, j'avais parlé de l'ouverture de l'Espagne, de sa démocratisation. Et à mon retour, Franco m'a dit « Altesse, il y a des choses que l'on peut dire à l'extérieur et que l'on ne dit pas ici, et des choses qui doivent se dire ici et que l'on ne dit pas à l'extérieur. » Étrange tandem que forment alors le prince et le dictateur. Quand on parlait de politique, moi je lui disais « En général, vous devriez assouplir un peu. » Et il me répondait « Moi non, c'est vous qui devrez le faire. Moi je ne peux pas, je ne peux pas changer. » Au début des années 1970, la dictature espagnole semble totalement anachronique. La fracture entre le régime et la réalité du pays est devenue criante. Car malgré son isolement, l'Espagne a changé. Elle s'est dotée d'infrastructures, elle a modernisé son économie. Cette mutation voit l'émergence d'une classe moyenne dynamique, éclairée et avide de liberté. Le processus d'ouverture économique avait déjà produit des effets et des changements sociaux qui n'étaient pas reflétés par les institutions. Du coup, il y a une société qui veut déjà être démocratique, alors que ces institutions ne le sont pas. L'explosion du tourisme fait le reste. Chaque année, les Espagnols côtoient des millions de vacanciers étrangers. Les touristes ont beaucoup fait en s'exposant sur les plages en bikini. C'était un autre monde. Parce que les femmes espagnoles à l'époque, elles se baignaient encore tout habillées. Au fil des étés, ces étrangers diffusent bien plus que des modes vestimentaires. Un autre modèle de société. La transformation de l'Espagne semble inéluctable. Mais Franco va s'y opposer jusqu'à son dernier souffle. Rongé par la maladie, il choisit en juin 1973 de confier les rênes du pouvoir à l'amiral Carrero Blanco, son plus fidèle collaborateur. Beaucoup disaient « On vous a nommé successeur, mais ça n'arrivera jamais, parce que le régime est bien trop fort. » Même si Franco meurt, il en reste d'autres qui prendront la relève. Franco croyait que son œuvre serait éternelle. Il nomme Carrero Blanco, un militaire réactionnaire qui venait de l'Opus Dei. Et il pense qu'il va sauver son héritage. Une bombe le fait sauter et c'est terminé. La potencia de la explosión fue tal que el automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Depuis le début des années 1960, l'ETA, l'organisation indépendantiste basque, a fait de la lutte contre le franquisme son principal combat. En abattant Carrero Blanco, elle fait la démonstration de sa puissance. « 100 000 personnes assistent aux funérailles du chef du gouvernement. Malgré la présence policière, le régime redoute un nouvel attentat. Juan Carlos décide pourtant de prendre la tête du cortège. C'était une période où l'ETA tuait beaucoup de gens, beaucoup de militaires, de civils. Et moi, je devais montrer qu'à ce moment, j'étais là. Alors, je me suis planté devant, en uniforme. Voilà, c'est comme ça. Cet acte de loyauté envers le régime ne sera pas récompensé. Juan Carlos n'est même pas consulté sur le choix du nouveau chef du gouvernement.
car à mesure que la santé du caudillo décline, c'est sa femme, Carmen Polo, qui tire les ficelles. Elle fait nommer son homme de confiance, Arias Navarro. España, 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 arriba España, viva Franco. Le 4 juillet 1974, le dictateur est hospitalisé dans un état grave. À Paris, j'apprends par les journaux que le général Franco était malade. Ça nous a beaucoup surpris, nous autres Espagnols, parce qu'on nous vendait que Franco était immortel. Je me souviens qu'on disait qu'on lui avait offert une tortue et que Franco avait demandé « Et ça vit combien de temps cet animal ?»« 200 ans. » Bon, alors emmenez-la parce qu'elle va mourir et ça va me faire beaucoup de peine. Les manœuvres de Carmen Polo et des ultras du régime n'y peuvent rien. Franco hospitalisé, c'est à Juan Carlos d'assurer l'intérim. À ce moment-là, il y a eu des chefs d'État étrangers qui m'ont dit « Ne rendez pas le pouvoir. Non, non, ne le rendez pas à Franco. On vous l'a donné, gardez-le. » Mais moi, je me disais « Bon, s'il meurt, je deviens chef d'État. Mais s'il ne meurt pas, s'il se rétablit, je lui rends le pouvoir. » Franco m'a appelé et m'a dit « Je reprends tous les pouvoirs. » Alors je lui ai dit « Ça me paraît très bien. » Franco est en sursis. Tandis que la propagande diffuse des images rassurantes du vieux père protecteur, le franquisme continue ses basses œuvres. La pena capital impuesta a Ángel Otaegui Echeverría, José Humberto Francisco Baena Alonso, Ramón García Sanz. À l'automne 1975, la condamnation à mort de prisonniers politiques bouleverse l'opinion internationale. Des manifestations sont organisées dans toute l'Europe. 15 gouvernements rappellent aussitôt leurs ambassadeurs. Les négociations sur l'entrée de l'Espagne dans le marché commun sont interrompues. Le pape Paul VI, emmenant avec lui jusqu'à l'église espagnole, appelle à la clémence. Mais Franco demeure inflexible. No deseamos estar solos, pero tampoco nos intimida la posibilidad del aislamiento. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡El país que sea, coño! À ce moment-là, il y a eu un durcissement du régime et ça m'a beaucoup inquiété. Pour l'image de l'Espagne à l'international, la vision qu'on pouvait avoir du pays à l'extérieur, étant moi-même l'héritier de Franco. En pleine tourmente, le régime célèbre en grande pompe le 39e anniversaire de l'ascension au pouvoir de Franco. Devant la foule qui l'acclame, le dictateur Kakoshim se montre plus radical que jamais. Solo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una cosa seria en el mundo. ¡Arriba España! Non, c'est pas facile. Mais moi, je me disais, tous ces gens-là, il va falloir les faire changer d'avis. Oui, ils étaient nombreux.
C'est la dernière fois que Juan Carlos apparaît publiquement aux côtés du dictateur. Españoles, Franco ha muerto. Un étrange climat s'abat sur le pays. Malgré le froid, d'immenses files se forment en silence pour rendre un ultime hommage au caudillo. Espéré par les uns, redouté par les autres, la mort de Franco inaugure pour tous les Espagnols une ère d'incertitude. La veille de sa mort, Franco m'a pris la main dans sa chambre et il m'a dit « Altesse, la seule chose que je vous demande, c'est que vous préserviez l'unité de l'Espagne. » Et ça, si on y pense, ça veut dire beaucoup de choses. Il ne m'a pas dit « faites ceci, ne faites pas ça ». Non, non, l'unité de l'Espagne, c'est tout. Ce testament politique, les Espagnols le découvrent à la télévision. Españoles, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. En ces jours de deuil national, Juan Carlos mesure le poids de l'héritage qui pèse désormais sur ses épaules et l'étendue de ce qu'il lui faudra accomplir. Moi, je savais qu'on devait faire une démocratie. Mais comment? Ça, on verra bien. C'est devant les potentats du régime que Juan Carlos doit recevoir sa couronne. Pour l'occasion, le dictateur chilien Augusto Pinochet s'est invité. Accrochés à leurs privilèges, ils se méfient des intentions du successeur désigné par le caudillo. On peut venir m'offrir la couronne sur un coussin, comme m'envoyer la garde civile avec l'ordre de m'arrêter, confie le roi novice à un ami. Je n'avais pas dormi. C'est normal, j'étais préoccupé à l'idée de préparer mon premier discours pour cette cérémonie très importante, qui était réellement mon baptême du feu. En esta hora, cargada de emoción y esperanza, la monarquía española, depositaria de una tradición centenaria, Il faut prendre en compte que ceux qui assistaient à ma prestation de serment, c'étaient les parlementaires de Franco et le Conseil du Royaume de Franco. Si todos permanecemos unidos, habremos ganado el futuro. ¡Viva España! Pour la messe solennelle, Juan Carlos a discrètement éconduit le général Pinochet, lui préférant des invités plus honorables. Valéry Giscard d'Estaing, le président allemand Walter Scheel, le duc d'Édimbourg, ou Nelson Rockefeller, le vice-président des États-Unis. Juan Carlos a été peu disert sur son programme politique. À la surprise générale, c'est le cardinal Tarancón qui appelle de ses vœux un règne de justice, de fraternité et de réconciliation. Je me disais, merci de m'aider.
Tu es en train de dire ce que je vais faire, ce que je pense faire. Donc ça a été un grand soutien. Il pouvait le dire publiquement, et d'ailleurs il l'a dit, c'était très courageux de sa part. Ça a été très important qu'il le dise, lui, devant tous les chefs d'État étrangers. Je ne me sentais pas seul. Le discours démocratique, ce n'est pas le roi qui le prononce, c'est le cardinal Tarancón. Donc nous n'étions pas sûrs du projet du roi. Ce jour-là, il y a un grand absent, le père de Juan Carlos. Don Juan se considère toujours comme l'héritier légitime de la couronne d'Espagne. Il a donc préféré suivre de loin la cérémonie qui voit son fils monter à sa place sur le trône si longtemps convoité. Tem a dizer acerca deste assunto? Pois não está. E não está porquê? Não, porque não foi feito de uma maneira absolutamente correta, nem com intervenção do povo, nem com intervenção minha, que era o titular. Portanto, o seu conde... Oui, ça lui a coûté, bien sûr. C'est normal, c'est humain. Il m'a appelé pour me féliciter. Enfin, tout ce qu'on peut faire quand on est loin. Je pense qu'il a gardé ça pour lui. Comme on dit en Espagne, il faut savoir souffrir sans le montrer. Du haut de ses 37 ans, Juan Carlos est désormais le plus jeune chef d'État d'Europe. Il dispose des immenses pouvoirs de Franco. Mais tout reste à faire. Oui, c'était un poids énorme que j'avais sur les épaules. Aussi bien vis-à-vis du passé que de l'avenir. En un sens, le peuple espagnol ne savait pas à quoi s'en tenir à mon sujet. L'inconnu pour Juan Carlos, c'est de gouverner un pays sans autre expérience politique que celle de 40 années de dictature, avec un peuple rongé par le souvenir d'une guerre civile traumatisante. Le roi est seul. Il y a quelque chose de très important à prendre en compte. Au moment où le roi est intronisé, la monarchie n'est pas populaire en Espagne. Juan Carlos vient à peine de monter sur le trône que déjà les Espagnols manifestent. Ils réclament le changement, mais aussi des routes, des hôpitaux et de meilleurs salaires. On n'avait jamais vu ça parce que c'était interdit. Une fois autorisé, les gens manifestaient pour, d'autres contre. Il y avait ceux qui étaient d'accord, ceux qui ne l'étaient pas. Au lieu de répondre à l'impatience de la rue, le roi joue la carte de la continuité. Il confirme Arias Navarro dans ses fonctions à la tête du gouvernement. Je pensais qu'il était bon de maintenir un président du gouvernement franquiste, pour qu'il n'y ait pas à proprement parler de rupture, pour que ce soit un changement. Et ça incluait d'avoir à supporter des choses un peu difficiles. Véritable chien de garde du régime, Arias Navarro prône l'immobilisme le plus total. Mais ce gage donné aux franquistes permet à Juan Carlos de nommer un progressiste à la tête du Parlement. Une vieille connaissance, Torquato Fernández Miranda, son ancien professeur de droit. C'est lui qui doit permettre au roi de faire évoluer, en toute légalité, ce régime auquel il a prêté serment. La formule du constitutionnaliste est restée célèbre. Aller de la loi à la loi,
en passant par la loi. Oui, j'étais très inquiet. Il m'a dit, pas de problème. De la loi à la loi. Du coup, j'y suis allé plus détendu. À l'impatience succède bientôt l'exaspération. Les étudiants se rebellent. Tous ceux que la dictature avait réduits au silence viennent défier le pouvoir. Face à la colère de la population, la réponse du gouvernement est impitoyable. El gobierno dispone de elementos más que suficientes para aplastar inexorablemente cualquier intento de subvertir o alterar la vida del país. C'est l'engrenage. Grève à répétition, manifestations qui dégénèrent, attentats. Les tenants d'un franquisme pur et dur se mobilisent et ressuscitent les fantômes du passé. À Vitoria, ville ouvrière du Pays Basque, l'Espagne bascule dans la tragédie. La police abat 5 grévistes et en blesse 150 autres. C'est l'indignation. La population perd patience. L'impopularité du gouvernement commence à déteindre sur le roi. Juan Carlos part à la rencontre de son peuple pour sauver ce qui peut encore l'être. Je me suis senti très soutenu durant ces voyages. Et ça m'a donné plus de force pour continuer. Les gens s'accrochaient à une idée qui leur semblait utile, qui pouvait leur être bénéfique. En Catalogne, il séduit son auditoire en parlant catalan, une langue interdite sous Franco. L'afecció dels catalans a la llibertat és llegendària. Mais toujours pas un mot de ce grand changement qu'une partie de l'Espagne attend. Initialement, la tutelle de Franco nous laissait penser qu'il comptait continuer l'œuvre de Franco, l'œuvre destructrice de Franco. Personne ne le voyait comme le moteur du changement. On le voyait plutôt comme un pur produit du franquisme, amené à disparaître à mesure que le franquisme disparaîtrait de l'Espagne. Le discours tant espéré, Juan Carlos ne le fait pas en Espagne. Pour cette déclaration historique, il s'est choisi une autre tribune. Le 2 juin 1976, devant le Congrès américain, il promet solennellement à son peuple l'avènement de la démocratie. The Crown protects the whole people and each and every one of its citizens, guaranteeing through the laws and by the exercise of civil liberties the rule of justice. D'un même élan, il désavoue publiquement le chef de son gouvernement. Il donne une interview à Newsweek où il le traite de désastre sans palliatif. Quand un chef d'État dit de son Premier ministre qu'il est un désastre sans palliatif, évidemment, quelques jours plus tard, celui-ci démissionne. À peine débarrassé d'Arias Navarro, Juan Carlos prend de nouveau les observateurs à contre-pied. Il désigne pour lui succéder un homme politique de second plan, Adolfo Suárez. Chez ses alliés comme chez ses adversaires, on dénonce une grave erreur de jugement. À l'international, c'est un tollé. Je savais que la presse allait m'assassiner et que j'allais avoir tout le monde contre moi. Mais moi, je savais que c'était ça qu'il fallait faire. Je l'ai connu du temps où il était directeur général de la télévision sous Franco.
Et j'ai beaucoup aimé sa manière d'être, de parler, comme il était en fait. Adolfo Suárez incarnait réellement le changement en douceur. Du moins, c'est ce que nous voulions faire. Juan Carlos vient de réaliser un coup de maître. Suárez a beau avoir fait ses armes dans l'appareil franquiste, il appartient à une autre génération que celle des vieillards au pouvoir depuis 40 ans. La confianza que me animó a aceptar esta grave responsabilidad que he asumido radica en el propósito de que la iniciativa del gobierno sea el reflejo puntual y auténtico de la voluntad popular. Ce programme, c'est aussi celui du roi. Et pour le réaliser, les deux hommes savent qu'ils vont être confrontés à l'immobilisme des puissantes institutions franquistes. Il y avait dans l'armée, au Parlement, dans l'Église, des forces liées à l'ancien régime qui voulaient que rien ne change. Ou même pire, que les choses ne changent qu'en apparence. Que tout change pour que rien ne change, comme disait Lampedusa. Mais les gens sensés se rendaient bien compte que l'Espagne ne pouvait pas continuer à vivre dans l'isolement, comme la lépreuse du monde. À ce moment-là, la démocratie, c'était juste un discours. Jusque-là, Juan Carlos a joué la montre. Maintenant, il est décidé à prendre tout le monde de vitesse. En 3 mois, Suárez tente de convaincre un par un tous les parlementaires que le franquisme ne peut survivre à son fondateur. Il peut compter sur Fernández Miranda pour jouer les entremetteurs. Il s'agit de faire voter aux députés une loi qui vise, tout simplement, à en finir avec le régime de Franco. Juan Carlos a engagé toute sa crédibilité dans ce vote historique. El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión. Adolfo Suárez est celui qui a démonté le système en faisant en sorte que les parlementaires franquistes se fassent harakiri en public, qu'ils se suicident devant les caméras, ce qui est tout de même assez insolite. Il y a une scène merveilleuse où la caméra est braquée sur Adolfo Suárez qui se relâche, soulagé que ses efforts pour en finir avec le franquisme soient enfin récompensés. Il s'en est bien sorti, très bien sorti, et je lui en serai éternellement reconnaissant. Les Cortés de Franco auraient pu bloquer le processus, mais ils ne l'ont pas fait. Je crois qu'ils se sont rendus compte de ce qu'avait été l'Espagne et de ce qu'elle allait devenir. Le 15 décembre 1976, les Espagnols ratifient cette décision par référendum. À 94% des voix, le franquisme est liquidé. Les mesures d'ouverture s'enchaînent à une cadence effrénée. Liberté syndicale, amnistie partielle, dissolution du parti franquiste, reconnaissance des identités régionales. Atención, señores, atención. No den lugar a que lo que ha empezado bien termine mal. Pourtant, la transition démocratique est en mauvaise passe. À Madrid, où le Parti socialiste espagnol tient son congrès après 40 ans d'exil, on ne veut pas d'une monarchie parlementaire. On veut la République.
La monarchie installée par Franco, nous n'en voulions pas. C'était au Parlement de décider entre monarchie et république. À force d'habileté et de conviction, Suarez réussit à persuader les dirigeants de gauche que seule la monarchie peut garantir la transition démocratique. Car seul le roi est en mesure de contenir une armée ultra-conservatrice qui pourrait briser d'un coup toute l'œuvre accomplie. Nous avons fait une concession pour garantir la cohabitation. Est-ce que ce consensus autour de la monarchie aurait pu être remplacé par un autre? Non. Il aurait été très difficile d'en atteindre un autre. L'armée surveille de près l'ouverture politique. Jusque-là, elle a suivi le roi. Mais il y a pour elle une ligne à ne pas franchir. Pas question d'autoriser le retour du Parti communiste. Et de son chef en exil, le Diable Rouge, Santiago Carrillo. Je pensais qu'il ne pouvait pas y avoir de démocratie sans le Parti communiste. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait en passer par là. S'il y avait des gens contre, évidemment. Dans les casernes, les militaires étaient mécontents, il y avait des réunions. À ce moment-là, il fallait naviguer à vue. En ce mois de janvier 1977, un bras de fer avec l'armée ne semble pas opportun. Une nouvelle vague de violence vient de s'abattre sur le pays. À l'extrême droite, des groupuscules passent à l'action. Intimidation, attentats, assassinats. À cette campagne de terreur répond celle tout aussi meurtrière d'une extrême gauche qui veut mettre à bas la monarchie parlementaire naissante. La violence atteint son paroxysme le 24 janvier. Un groupe néofasciste assassine 5 avocats communistes en plein centre de Madrid. L'Espagne retient son souffle. L'armée pourrait déclarer l'état d'urgence et les communistes tenter un coup de force. Et pourtant, c'est au moment où la prudence voudrait qu'il temporise que Juan Carlos décide de légaliser le Parti communiste, mettant soudain en œuvre un plan élaboré des années plus tôt, du vivant de Franco. À l'automne 1971, lors des célébrations des 2500 ans de l'Empire perse organisées par le Shah d'Iran, Juan Carlos s'était rapproché du chef de la Roumanie communiste. Par son intermédiaire, il sait qu'il pourra communiquer avec le leader du Parti communiste espagnol. Là-bas, il y avait Ceausescu et j'ai eu une conversation avec lui. Je voulais qu'il dise à Santiago Carrillo que je légaliserais le Parti communiste. Mais que c'est moi qui choisirais comment et quand. Il a accepté. Et ça a beaucoup aidé. Carrillo a accepté le drapeau national, il a accepté la monarchie, et pourtant il n'était pas monarchiste. Il a dit « Je regrette de vous avoir surnommé Juan Carlos le Bref, parce que je me suis trompé. Grâce à Dieu, je me suis trompé. » Et on est devenus de grands amis. Un vendredi saint, le jour le plus sacré en Espagne, le Parti communiste espagnol est légalisé. Acudid esta mañana a las 12 al cine Ideal a escuchar las alternativas políticas que nos ofrecerán los candidatos al Congreso después de casi 40 años de obligado silencio. Des élections libres, les précédentes datées de 1936.
Le 15 juin 1977, les Espagnols prennent le chemin des urnes. Voter, enfin. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une première fois. La volonté populaire consacre l'émergence du Parti socialiste, devancé par le parti de centre-droit d'Adolfo Suárez, qui reconduit à la tête du gouvernement. Juan Carlos a réussi son pari. L'Espagne devient, enfin, une démocratie. Mais cette victoire aurait été amère si elle n'avait pas été partagée avec l'homme qui lui a transmis ses valeurs et cette ambition. Passé le ressentiment, Don Juan vient apporter sa pierre à l'édifice. À partir de ce jour, il appellera son fils Majesté. Instaurada y consolidada la monarquía en la persona de mi hijo y heredero Don Juan Carlos. Je tiens à dire que je regrette de ne pas avoir donné plus d'importance à cet acte. Aujourd'hui, je l'aurais fait différemment. J'aurais donné plus d'emphase, plus d'importance. Parce qu'une personne qui renonce à ses droits et qui dit « maintenant c'est à toi », hériter de ça, c'est très important. Mi hijo y heredero, el rey Don Juan Carlos I. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! La cérémonie où mon père a renoncé à ses droits dynastiques fut très émouvante. J'y ai amené mes deux aînés. Ils étaient encore petits, mais je voulais qu'ils puissent se souvenir un jour de ce que leur grand-père avait fait pour son pays. Hériter de ça, c'est très important. C'est quelqu'un qui a consacré toute sa vie à l'Espagne, qui a sacrifié sa personne. Elle est là, la grandeur de cet homme. Il a juste dit, je te laisse tout. Majestad, por España, todo por España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! Le 22 juillet 1977, Juan Carlos est au Parlement pour ouvrir la session qui doit doter l'Espagne d'une nouvelle constitution. Mais l'accueil est mitigé. Les députés socialistes refusent de l'applaudir. Il faut dire qu'à ce moment-là, j'avais tous les pouvoirs de Franco. Je les avais tous. Señores diputados, al presidir esta histórica sesión, veo cumplido un compromiso al que siempre me he sentido obligado como rey: el establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la ley, manifestación de la soberanía del pueblo. Je me suis senti très bien. Je me disais, tous les partis politiques, de droite comme de gauche, tous ensemble, nous allons faire ça. La tolerancia, que en nada contradice la fortaleza de las convicciones. Ça a été réellement fantastique, ça a été merveilleux. Con esos propósitos, con esa esperanza y con esa ilusión, queda abierta la legislatura. Il parlait de réconciliation et du rétablissement de la démocratie sans aucune limite.
Alors, après son discours, les socialistes l'ont appelé. Les gens aiment le pouvoir et tout ça. Moi, j'ai cédé tous mes pouvoirs avec beaucoup de soulagement. Le 6 décembre 1978, la nouvelle constitution est massivement approuvée par référendum. Con el sí de los ciudadanos, el rey sanciona la ley fundamental. J'avais la main qui en tremblait presque. C'était un moment tellement important pour le pays, pour l'Espagne. On signait la Constitution. D'ailleurs, je la garde toujours là devant moi. Passer d'une dictature à une démocratie, sans effusion de sang, sans effondrement de l'appareil, sans faire le procès du régime précédent, faire tout ça en même temps, c'est très difficile. Si j'étais croyant, je dirais que c'est un miracle, mais je ne le dis pas. Laissant la politique aux élus du peuple, Juan Carlos peut maintenant se consacrer au rôle discret qu'il s'est choisi. La démocratie semble véritablement installée. Mais le 23 février 1981, au Parlement, une séance extraordinaire réunissant députés et membres du gouvernement tourne au cauchemar. « 180 soldats armés sous le commandement du lieutenant-colonel Terrero prennent l'assistance en otage. À Valence, les chars sont dans la rue. Mais il y a plus grave encore. Les putschistes déclarent agir au nom du roi. C'est la sidération. Un coup d'État, je ne m'y attendais pas. C'était bien un coup d'État. Mais les putschistes voulaient garder le roi et changer de gouvernement. Là-bas, dedans, il pouvait se passer n'importe quoi. La surprise. Ça pour une surprise. Les messieurs habillés en garde civile, portant des tricornes du 19e siècle, des moustaches du 17e siècle, criant et injuriant les gens, on s'est dit, mais c'est quoi ça? On était très angoissés, parce que c'était des barbares. Depuis la Zarzuela, Juan Carlos appelle un à un les chefs d'état-major de l'armée. Épreuve de conviction et d'autorité. À ce moment-là, ça m'a aidé énormément, mes 4 années passées à l'académie militaire. D'avoir des camarades parmi eux, ça m'a beaucoup servi. Les heures passent, et les Espagnols n'ont toujours pas de nouvelles du roi. Juan Carlos doit à tout prix prendre la parole, vite. Mais la télévision est aux mains des insurgés. Oui, ça a pris du temps, et les gens s'angoissaient. Mais pour l'anecdote, le chef des troupes qui tenait la télévision était très ami du chef de la maison royale. Lui aussi venait de la cavalerie. Alors ils se sont parlé et lui a dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme bêtise? Laisse sortir les caméras. » Et l'autre a dit « Oui, oui, à vos ordres, mon général. » J'en ai enregistré deux discours qui sont partis à la télé par 2 itinéraires différents. J'ignorais ce qui pouvait se passer dehors. Al dirigirme a todos los españoles,
con brevedad y concisión. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de référendum. Les gens ont éteint la télévision et sont partis se coucher en se disant « plus de danger ». Et le lendemain matin, c'était terminé. Oui, ça a été une nuit un peu longue. Après 18 heures d'angoisse, les parlementaires sont enfin libérés. Les chars ont rejoint leur caserne. Il a sauvé la situation. S'il avait soutenu les autres, ils auraient gagné. Ce qui a sauvé la démocratie, c'est l'attitude du roi. Le 23 février, le roi a été fondamental. Quelques jours plus tard, 3 millions de personnes défilent dans tout le pays. Juan Carlos vient véritablement de gagner sa couronne. Aux élections de 1982, ce sont les socialistes de Felipe González qui arrivent en tête. Cette alternance n'est pas seulement la victoire du parti d'opposition, elle est perçue comme le véritable triomphe de la démocratie. La transformation de l'Espagne est quelque chose d'absolument extraordinaire. Avoir connu l'Espagne d'avant et connaître le Madrid de la Movida, c'est vraiment comme si c'était un autre pays. L'Espagne a incroyablement changé. Moi, je le raconte à travers le tableau de Guernica de Picasso. Le Guernica de Picasso est peint par quelqu'un qui résidait en France, parce qu'il était interdit de séjour en Espagne. C'était une commande du gouvernement de la République. L'artiste fait une allégorie contre la violence militaire. Et ce tableau, quand il arrive en Espagne, on l'installe au musée du Prado. Il y avait une monarchie, pas une république. Le directeur du musée était un prêtre. Et autour du tableau, on avait mis la garde civile, portant mitraillette pour que personne ne puisse l'abîmer. Enfin, c'était... Tout a changé. Tout a changé. La renaissance de l'Espagne s'accompagne d'une nouvelle vitalité économique. Après avoir été tenue à l'écart de la communauté européenne, elle y est enfin admise le 1er janvier 1986. En 1992, le pays devient le centre du monde. Les Jeux olympiques d'été sont organisés à Barcelone. Je me souviens que mon fils était porte-drapeau. Et après, les larmes de ma fille Hélène. Ils sont restés célèbres à la télévision. Et puis, ce sont les Jeux où l'Espagne a remporté le plus de médailles. Tout à coup, après avoir été coupée du monde pendant 40 ans, l'Espagne se retrouve la même année à Séville pour l'exposition universelle et avec le monde entier qui regarde à la télé les JO de Barcelone. On pouvait enfin montrer cette Espagne en connexion avec le monde, démocratique et libre. Juan Carlos est devenu l'ambassadeur de cette Espagne triomphante. Pendant les 20 années qui se sont écoulées depuis son accession au pouvoir, il a fait de l'Amérique latine son terrain de prédilection. Argentine, Chili, Cuba, Venezuela, Mexique, Colombie. Avant lui, aucun souverain espagnol n'avait traversé l'Atlantique. Là-bas, on l'appelle El Rey, le roi. Je crois qu'avec eux, l'Espagne se fait beaucoup plus grande.
Mais quand on dit que je suis un roi latino-américain, non. Je suis un roi espagnol qui aime beaucoup l'Amérique latine. Mais dans cette Espagne à qui tout réussit, une ombre demeure, celle du terrorisme, dont la violence aveugle ne cesse d'endeuiller le pays. Le TA n'a pourtant pas eu raison de l'unité nationale. Face aux attentats à répétition, c'est un peuple tout entier qui se lève au cri de « Basta ya ». Les pires souvenirs, les pires moments, il y en a beaucoup. Mais pour vous répondre avec une grande sincérité, je dirais que j'ai eu 800 mauvais moments. Les plus de 800 victimes du terrorisme. Et je me sens très solidaire d'eux. En 1993, Don Juan s'éteint. Le décès du père du roi soulève dans toute l'Europe une vague de condoléances inattendues. Juan Carlos lui réserve les funérailles d'un roi. Il le méritait parce que, pour moi, il avait été roi. Il avait été roi de fait. Évidemment, notre grand-père a été une référence pour nous tous. Il nous a transmis des valeurs, et même si on n'avait pas des conversations tous les jours, ça crée une confiance inestimable. Et le perdre a été pour mon père un coup terrible. Le départ du père sonne l'heure du prince héritier. El príncipe Felipe juró solemnemente la Constitución ante las Cortes Generales. La tête d'enfant qu'il avait et le visage d'homme qu'il a maintenant. Pour un père, c'est émouvant ce moment, mais pour un roi, encore plus. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Son enfance a été très différente de la mienne parce qu'il a vécu dans son pays, dans un endroit fixe, sûr. Lui, il est né dans un palais. En ce sens-là, oui, sa vie a été très différente de la mienne. Et j'ai toujours maintenu avec lui une relation. Mes filles se sont mariées, elles ont quitté la maison, mais lui, il est resté très proche. Je déjeune souvent avec lui, on parle, on discute beaucoup. Il a fait un master, il a fait des études. Moi, je n'ai pas pu. J'ai peut-être d'autres qualités, qui sait. Pour Juan Carlos, la succession au trône est une nouvelle étape qu'il prépare avec soin. D'autant que la situation du pays se dégrade brutalement. En 2009, la crise économique frappe l'Espagne de plein fouet. 1 jeune sur 2 est au chômage. On tolère de moins en moins le train de vie d'une royauté qui apparaît en décalage avec les difficultés des Espagnols. La mise en examen du gendre du roi achève d'éclabousser la couronne. Malversation de fonds publics, fraude fiscale. L'infante Cristina, la fille de Juan Carlos, se retrouve à son tour sur le banc des accusés. La presse commence à s'intéresser à la fortune du roi, à débusquer ses infidélités. Après 3 décennies d'un règne éclatant, ces scandales sont une ultime épreuve pour le vieux monarque, à la santé de plus en plus fragile.
Toutes ces affaires ont rendu les Espagnols très réticents. La couronne perd de son exemplarité, et loin d'être une institution exemplaire qui se tiendrait en marge de la crise institutionnelle que traverse actuellement l'Espagne, elle devient une institution de plus qui subit par conséquent les mêmes critiques que celles que font les Espagnols à leurs institutions. Car il faut bien le dire, on constate aujourd'hui en Espagne une très forte détérioration des institutions. Le 2 juin 2014, Juan Carlos prend l'Espagne par surprise. Quand tant d'autres s'accrochent au pouvoir, il choisit de laisser la place. Le roi abdique en faveur de son fils. Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Felipe VI est jeune, il est brillant, il est populaire. Il sait que les défis qui attendent l'Espagne ne sont pas moins grands que ceux que dut surmonter son père. Mais il a appris de lui qu'un roi n'est rien s'il ne fait rien pour son pays. Le roi laisse à son fils une Espagne très différente de celle qu'il a connue. Une Espagne qui a vécu 35 années insolites dans son histoire, de démocratie, de paix et de vivre ensemble. Ce vivre ensemble qui a été le grand problème de l'Espagne. Il ne nous a jamais donné de leçons. Des orientations, ça oui. Parfois, quand j'avais des doutes, je lui en faisais part. Et il me disait, essaie de le résoudre toi. Je t'aiderai, mais trouve ton chemin par toi-même. Il a été comme ça, et il continue de l'être. C'est quelqu'un de très chaleureux, mais de réservé aussi. Il n'aime pas donner de leçons, ni se donner de l'importance, ni donner de l'importance à ce qu'il fait. Et dans le fond, quand on regarde son parcours, sa trajectoire et ses succès comme chef d'État, garder une telle humilité, c'est une grande leçon. On peut parler avec lui. Moi, je lui ai dit des choses terribles, comme la monarchie est beaucoup moins légitime que la République, puisque la République se choisit, alors que la monarchie s'hérite. Personne ne peut être monarchiste, même pas vous. Il m'a dit, mais enfin, je suis le roi. C'est un roi qui, dans l'intimité, est beaucoup moins roi que ce que l'on pourrait imaginer. Et ça le rend extrêmement humain et attachant. 39 ans de règne, c'est toute une vie. Et je crois que l'on peut dire qu'il s'en est bien sorti. Mais c'est l'histoire qui jugera.